Monsieur l'ambassadeur de la Confédération helvétique, Monsieur l'attaché de coopération scientifique et universitaire, Monsieur le recteur, Madame la présidente d'Institut, Mesdames et Messieurs les doyennes, doyens, présidentes et présidents d'Institut, chers collègues, chers étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, et principalement évidemment à Yves Citon et tout à l'heure à Arlette Farge qui sera avec nous via vidéo, la bienvenue à cette séance académique de remise des insignes de Dr honoris causa. Cérémonie qui ponctue 2 journées de travaux riches et particulièrement intenses pour les enseignantes, enseignants, chercheuses et chercheurs de l'Institut des civilisations, arts et lettres, mais également les étudiantes et étudiants de l'UCL en général et de la faculté de philosophie, arts et lettres en particulier. Et je pense que pour vous, Monsieur Citon, c'est un moment de repos bienvenu qui arrive à la fin de ces 2 journées très riches. Les 2 personnalités mises à l'honneur ce soir croisent, comme l'indique le texte de présentation des DHC sur le site internet de l'Institut ACAL. Désolé. Je fais toujours une bourde dans mes discours. Voilà, elle est passée. Je cite. Croisent les savoirs et réfléchissent sur la longue durée par-delà les frontières disciplinaires et méthodologiques. Fin de citation. En parcourant bien trop rapidement, je le concède, vos différents travaux, le lien entre les préoccupations des 2 personnalités honorées ce soir et certaines des préoccupations au cœur des formations offertes dans notre faculté est évident. En effet, dans vos travaux, vous mettez l'un et l'autre l'accent sur l'importance de l'interdisciplinarité et sur, je me permets ici de paraphraser Arlette Farge, l'effervescence des universités qui cherchent, inventent. Fin de citation. Ceci fait écho à ce que je me plais à rappeler aux diplômés et diplômées de la faculté lors des séances de proclamation solennelle des résultats de fin d'études. Dans son remarquable ouvrage, que vous connaissez très certainement, « Les émotions démocratiques, comment former le citoyen du XXIe siècle », Martha Nussbaum insiste sur le fait que, je la cite, « l'innovation ne se fait pas sans esprit souple, ouvert et créatif. La littérature et les arts développent de telles capacités. Lorsqu'elles font défaut, la culture des affaires manque radicalement et rapidement de dynamisme. Toujours et encore, les diplômés en arts libéraux sont embauchés de préférence à des étudiants qui ont reçu une formation professionnelle plus étroite, précisément parce qu'on pense qu'ils feront preuve de plus de souplesse et de créativité dans un environnement des affaires dynamiques. » Fin de citation. La défense des humanities étant au cœur de vos travaux, j'en veux pour preuve votre ouvrage « L'avenir des humanités, économie de la connaissance ou culture de l'interprétation » paru en 2010, je ne peux que me réjouir du choix opéré par l'Institut ACAL. La société en perpétuelle mutation qui est la nôtre ne peut en effet se passer de philosophes qui éveillent la réflexion, de gens de lettres qui cultivent l'imagination, d'historiennes et d'historiens qui nous enseignent le rapport à la mémoire. Et là, je fais de l'autoplagiat. Vous défendez, cher DHC, la place centrale et essentielle de la transmission de connaissances dans le processus de recherche. Transmission aux collègues, aux doctorantes et doctorants, aux postdocs, au grand public également. Vous êtes l'un et l'autre impliqués dans les médias de qualité. Mais aussi, et peut-être surtout aux étudiantes et étudiants. Par ailleurs, les 2 personnalités que nous honorons ce soir portent l'une et l'autre une attention toute particulière à la diffusion des connaissances dans les milieux les plus défavorisés. L'université a et doit continuer à avoir un rôle d'ascenseur social. Vous avez foi dans l'éducation pour faire grandir les hommes et les femmes, pour leur permettre de prendre la parole, de décider, d'être des citoyens responsables et des vecteurs de concorde sociale. Le choix de ces 2 DHC, c'est aussi le choix de mettre en valeur la dimension interprétative, herméneutique de nos disciplines, dimension par laquelle les étudiantes et étudiants sont invités à forger des outils critiques spécifiques à la vie humaine en société. Pour conclure, je tiens d'une part à vivement remercier toutes les collègues et tous les collègues qui ont rendu cette cérémonie possible, en particulier la professeure Agnès Guiderdoni, présidente de l'Institut, le bureau de l'Institut et les intervenantes et intervenants durant ces 2 journées d'études.
Et d'autre part, je tiens dès à présent à féliciter la professeure Arlette Farge et le professeur Yves Citon pour ce titre de docteur honoris causa qui fera de vous des membres à part entière de la faculté et de l'Institut. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité, chers professeurs, chers collègues, membres du personnel technique et administratif, chers étudiants, chères étudiantes, Monsieur le recteur, Monsieur le vice-recteur du secteur des sciences humaines, Madame la présidente de l'Institut des civilisations, arts et lettres, Monsieur le doyen de la faculté, qui est là-bas, de la faculté de philosophie, arts et lettres, cher Yves Citon. Comment les humanités permettent-elles de réorienter nos destins individuels et collectifs? Telle est peut-être la question qui pourrait couronner l'ensemble des travaux que vous avez menés depuis le début de votre parcours académique. En effet, en tant que théoricien de la littérature et penseur du fait culturel au sens large, vous n'avez cessé de souligner le rôle proprement crucial que les humanités ont à jouer dans les évolutions sociales des sociétés et tout particulièrement au sein de la société occidentale contemporaine. C'est dans cette lignée que vous récusez, et je vous cite, « l'hégémonie du postulat d'univocité universaliste en mettant constamment l'accent sur le pluralisme inhérent à la construction des connaissances humaines. » Vous qui faites preuve d'une incandescence intellectuelle, nourrie par une intrépide curiosité et un éclectisme des plus prodigieux, vous êtes ainsi un penseur de la multitude, des multitudes, pour reprendre le nom de la revue que vous co-dirigez. Sortir des sentiers battus, dépasser les cadres établis, telle est donc une autre de vos qualités qui fait de vous un chercheur terriblement singulier, à l'impertinence extrêmement porteuse et dès lors des plus intéressants à suivre. La diversité, l'ouverture, toujours. Vous êtes ainsi passé par de nombreuses universités, Genève, ville où vous êtes par ailleurs né, Yale, Pittsburgh, New York, Grenoble, Sciences Po Paris, puis Paris 8, pour ne mentionner que celles dans lesquelles vous avez occupé un poste spécifique. De même, et au-delà des ouvrages collectifs auxquels vous avez participé, vous avez déjà publié une dizaine d'ouvrages personnels touchant à des sujets fort variés, dont, et pour ne citer que 3 des plus récents, Pour une écologie de l'attention, en 2014, Gestes d'humanité, anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques, en 2012, et Renverser l'insoutenable, en cette même année 2012, qui fut, semble-t-il, assez féconde. Et vous avez signé plus d'une centaine d'articles sur des sujets eux aussi très divers, qu'il est néanmoins possible de regrouper sous 6 grandes catégories, comme vous pouvez l'apercevoir ci-dessus. Et en fait, je reprends celles qui sont indiquées sur votre site internet. Vous dites également, et de manière assez cocasse, rêver de devenir archéologue des médias quand vous serez grand. Maturité que vous avez alors atteinte sans conteste au vu de votre dernier ouvrage publié, Médiarchie, riche et brillante analyse de la place des médias dans nos structures de pouvoir et de représentation, ainsi que de notre imaginaire culturel, analyse au demeurant portée par un regard que vous souhaitez, à la suite de Foucault et d'Agamben, archéologique. Initialement 18e, les 6 sous-sections de cette rubrique dans la liste évoquée précédemment l'attestent distinctement, vous êtes peu à peu sortis de votre siècle de prédilection afin de croiser les savoirs, de réfléchir sur la longue durée et de manière transversale, par-delà les frontières disciplinaires et méthodologiques. Dans votre réflexion, se sont ainsi peu à peu et toujours davantage mêlés les apports de nombreuses disciplines, autres que littéraires, dont l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la sémiotique, l'économie, les sciences politiques ou encore la sociologie. Avec Spinoza pour compagnon de réflexion, vous êtes toutefois très loin de ce que Foucault appelait la grande confrérie de l'érudition inutile, car le savoir et les idées que vous développez sont éminemment stimulants et inspirants,
notamment parce qu'ils sont soutenus par une pensée qui n'est jamais orgueilleuse ou dédaigneuse, et encore moins amère ou défaitiste. J'aurais tendance à dire qu'elle est fondamentalement généreuse, enthousiaste. Et d'ailleurs, il s'agit pour vous de partager l'emballement, comme vous l'avez dit dans la conférence de cet après-midi. En effet, vos idées, mues par un désir indéfectible, et on retrouve ici la touche spinoziste, mobilisent, électrisent, ouvrent à penser encore et davantage, faisant en sorte que vos livres, que l'on pourrait du reste qualifier d'indisciplinaires, ne sont pas du genre à rester endormis sur les rayons des librairies et des bibliothèques, ce que nous avons pu concrètement éprouver ici à l'UCL dans le cadre du groupe de lecture autour de vos textes mis en place ces derniers mois. Aussi, comme a pu le noter Pierre Katsarov, vous développez toujours un appareil conceptuel riche et ludique, la partie ludique est très importante, par ailleurs articulé à un discours citoyen. C'est également l'attention toute particulière que vous portez à l'enjeu de la vulgarisation scientifique et votre souci aigu du propos synthétisant que j'aimerais souligner, vous qui construisez vos livres de manière extrêmement didactique et qui invitez tout autant, en vous y employant, à, je cite, « valoriser la traduction des recherches spécialisées en langage plus appropriable par les publics non universitaires, que ces langages soient journalistiques, plastiques, dramatiques, musicaux ou organisationnels. » Fin de citation. Enfin, il s'agit, en vous lisant et en vous écoutant, de repenser le rôle de l'université de manière large, en l'envisageant notamment comme un réel incubateur d'avenir. L'enjeu majeur de l'université du XXIe siècle consistera donc, selon vous, à refondre un discours humaniste et à se délier des critères d'un capitalisme cognitif que vous considérez comme particulièrement intrusif et compromettant. Il s'agit plus encore, dans un mouvement de résistance plurielle à la privatisation de l'enseignement et de la recherche, de l'envisager comme un lieu de fermentation des nouveaux savoirs et des nouvelles pratiques du commun émergentes. Lieu où sont amorties les pressions de l'utilité et de la profitabilité immédiate. Autrement dit, et pour reprendre le néologisme que vous employez dans un de vos articles, appréhender l'université comme un lieu de multiversitude, faisant ainsi écho et en miroir au concept d'unidivers sous lequel l'Institut des civilisations, arts et lettres a souhaité placer cette cérémonie des docteurs honoris causa. Ce programme, éminemment politique et qu'il convient à mon sens de soutenir impérieusement, il fait en réalité écho à une de vos passions qui en dit peut-être plus à votre sujet et au sujet des gestes que vous posez et prônez que tout autre discours verbal, le free jazz. Free jazz, sur lequel je terminerai par conséquent ma prise de parole en espérant que l'extrait choisi vous ravira.
Voilà, pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur de vous demander, monsieur le recteur, de décerner au professeur Yves Citon le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Attendu que M. Yves Citon, né le 30 septembre 1962 à Genève en Suisse, est le détenteur depuis 1992 d'un doctorat ès lettres de la Faculté des lettres de l'Université de Genève, qu'il est actuellement professeur de littérature et médias à l'Université Paris 8. Attendu que Yves Citon est entre autres spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, des enjeux politiques de la littérature moderne, mais également des problématiques contemporaines de la théorie littéraire, autant que de la théorie littéraire des problématiques contemporaines, selon une formule qu'il affectionne, et je la recite. Les problématiques contemporaines de la littérature, de la théorie littéraire tout autant que la théorie littéraire des problématiques contemporaines. Attendu qu'il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages et qu'il a publié plus d'une centaine d'articles sur des sujets très divers, allant de la dynamique de la fiction, chez Jean-Jacques Rousseau en 1994, à une approche philosophique de la singularité du jazz, 2009, en passant par un travail portant sur une économie politique des affects, 2008, ou encore sur une archéologie des médias, 2014. Attendu qu'il a obtenu en 2015 la prime d'excellence de la recherche décernée par le CNRS et qu'en 2007 lui a été décerné le prix du livre Rhône-Alpes pour son ouvrage « L'envers de la liberté, l'invention d'un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières ». Attendu que sa pensée et ses recherches sont éminemment inscrites dans une perspective inter- et transdisciplinaire, de même qu'elles portent une attention toute particulière à l'enjeu de la vulgarisation scientifique. Attendu qu'il défend l'importance spécifique des humanités au sein de l'université pour une société plus équilibrée et plus juste, qu'il s'attelle à y renforcer leur place et à combattre la tendance actuelle qui tend à séparer la technoscience de la réflexion socio-culturelle. Mais attendu également qu'il soutient une vision de l'université comme lieu unique de survie et de déploiement de cultures alternatives, ainsi que comme lieu d'agitation, d'occupation et de mobilisation contestataire qui permettent d'imaginer des formes de vie nouvelles et désirables. En d'autres termes, je suis en train de décerner un doctorat honoris causa à un révolutionnaire. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. Yves Citon, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Monsieur l'ambassadeur de la Confédération helvétique, Monsieur le recteur de l'Université catholique de Louvain, Monsieur le vice-recteur du secteur des sciences humaines, Madame la présidente de l'Institut des civilisations Arts et Lettres, Monsieur le doyen de la faculté de philosophie Arts et Lettres, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, Mesdames, Messieurs, chers amis, il m'est impossible de trouver les mots pour vous remercier de l'immense honneur et de l'immense bonheur que me fait l'Université catholique de Louvain en m'attribuant ce titre de docteur honoris causa. Je devrais passer les 9 minutes qui me sont attribuées pour dire simplement merci à Agnès, à Corentin, à vous tous qui m'avez accueilli, fait découvrir ce campus merveilleux. Voilà, je devrais le faire pendant 9 minutes et en fait je vais parler d'autre chose. Mais merci beaucoup pour tout ceci. Ça veut dire que lorsqu'Agnès Guiderdoni m'a contacté il y a plus d'une année pour me faire part de cette nomination, j'étais sûr qu'elle avait fait une erreur d'adresse email. Je n'avais pas très bien compris pourquoi ça me tombait dessus. Après, j'ai regardé la liste des noms qui ont reçu cet honneur, des gens comme Georges Steiner, Claude Aget, Jon Elster, Michel Serres, Anne-Theresa de Kersmaker, Denis Mukwege, Alexander Fleming, Brian Eno,
Je n'ai pas produit les meilleurs albums de Talking Heads, malheureusement. J'ai même pas inventé la pénicilline ni l'eau chaude. Je peine toujours à comprendre ce qui me vaut ce grand honneur d'être ici. Mais j'en profite et je vous en remercie. Pour essayer de comprendre, j'ai regardé la vidéo intitulée « Un docteur honoris causa, c'est quoi ?» que monsieur le recteur a mis sur le site de l'université. J'ai appris que c'était la plus haute distinction décernée par l'université à des personnalités que la communauté universitaire souhaite honorer. Et ma profession étant d'être attentif aux mots, je vais me permettre de corriger un petit peu la définition de monsieur le recteur avec son autorisation, pour préférer, dans mon seul cas particulier, le terme de personne à celui de personnalité. Contrairement aux grands noms cités, ce doctorat, je vois mal en quel il pourrait récompenser une personnalité, mais plutôt l'importance de toutes les personnes multiples, souvent anonymes, et de toutes les institutions qui ont permis la rédaction et la publication de toutes ces œuvres que Corentin a citées si généreusement et a étalées sur la place publique. Derrière le bipède sans plume mais en costume qui se tient devant vous en ce moment sur ce podium, j'aimerais que nous puissions distribuer des doctorats honorifiques à une partie de celles et ceux dont un parcours, une carrière comme la mienne est le produit collaboratif et contributif. Je pense bien sûr aux pères et aux mères qui, comme ça a été le cas, et de loin pour moi la plus grande fortune, encouragent leurs enfants à faire des études qu'ils n'ont pas forcément pu faire eux-mêmes. Je pense aux épouses, aux compagnons, aux parents, aux amis qu'on néglige toujours un peu en préférant se plonger dans ces recherches personnelles plutôt que profiter de leur compagnie, et qui, eux, tolèrent cette distraction chronique sans reproche ni aigreur. Je pense aux enseignantes, aux enseignants qui stimulent la curiosité de leurs élèves et leur confiance. Ça va de l'école primaire jusqu'au directeur de thèse. Dans mon cas, c'est le seul nom que je vais mentionner ici. Je devrais en mentionner 10 000 aussi, mais c'est le professeur Michel Jeanneret, pour lequel j'aurai toujours une très, très grande reconnaissance. Il faut vraiment une longue suite de générosité, d'attention, d'encouragement pour permettre à une personne de faire quelque chose de partiellement honorable. Mais je pense aussi aux collègues de nos multiples communautés universitaires qui prennent le soin d'accueillir les nouveaux venus, qui encouragent les juniors, qui se dévouent aux tâches ingrates de l'administration, bref, qui font vivre, comme a vécu grâce à votre organisation, ces 2 jours, ces départements, ces équipes de recherche, ces programmes, etc. Toute ma vie a été constamment nourrie par la chance énorme de côtoyer des parents, une épouse, des amis, des enseignants, des collègues d'une générosité indicible. Derrière les personnes, je pense aussi aux institutions qui nous permettent de faire ce que nous faisons. Alors dans mon cas, c'était l'éducation publique à Genève, l'université de Genève, qui toutes les deux étaient gratuites. Et ça me semblait évident quand je passais là à travers. Et plus je voyage à travers le monde, plus je m'aperçois de la chance énorme que j'ai eue de commencer une carrière universitaire sans avoir $200 000 de dettes sur le dos. C'est aussi les universités de Pittsburgh, de Grenoble, de Paris qui, grâce à de l'argent public investi dans ces institutions, ont permis de faire les travaux que vous avez cités tout à l'heure. Et je crois que ce n'est pas inutile de le rappeler en notre époque où d'absurdes impératifs d'austérité à court terme fragilisent dramatiquement le fonctionnement à long terme de nos institutions universitaires. Derrière les personnes et les institutions qui m'ont permis d'être devant vous aujourd'hui, je voudrais aussi renvoyer l'honneur de ce doctorat à toutes celles et ceux dont on ne songe nullement à faire des personnalités, auxquelles on néglige même généralement de reconnaître une personne et que l'on distribue dans la catégorie encore plus anonymisante des personnels. Le personnel d'administration, le personnel de gestion, le secrétariat d'entretien, de nettoyage. Nul ne songe à donner un docteur honoris causa à ces gens-là, et pourtant j'ai l'impression que si nous prenions le temps d'écouter les histoires, les accomplissements des personnes qui viendront nettoyer cet auditoire tout à l'heure, j'ai la conviction que plusieurs d'entre elles mériteraient tout autant, voire bien davantage que moi, d'être honorées aujourd'hui. Mais ce qui souffre surtout d'un défaut d'honneur en notre début du XXIe siècle, et que ce doctorat, j'espère, et je crois, contribue à mieux faire reconnaître, ce sont les études en humanité, en lettres, mais en humanité plus généralement, dont on observe le démantèlement progressif en Europe, un poste non remplacé après l'autre, mais aussi bien la démolition accélérée aux USA. Je rentre là d'un voyage aux États-Unis, où c'est carrément un département après l'autre qui se fait supprimer. Nos indisciplines littéraires
littéraires, historiques, philosophiques, esthétiques, sont porteuses de bénéfices qui ne se monnaient certes pas directement en termes de profits actionnariaux ou de points de PIB. Elles contribuent pourtant à notre prospérité commune selon des modalités, des temporalités importantes, mais dépassant largement l'échelle des mandats électoraux. Passant sous le radar de nos mesures de valeur, elles en arrivent à paraître sans valeur. Tout en exaltant quelques personnalités dans les jeux de célébrité où souvent un vainqueur emporte tout, l'axiomatique capitaliste tente à nous réduire toutes et tous au statut de personnel dans une entreprise d'ores et déjà privatisable d'enseignement strictement professionnalisant. C'est dans la mesure où les lettres, les lettreux et les lettreuses résistent à cette réduction de leur indiscipline que leur travail mérite d'être honoré, il me semble, par ce doctorat. Loin de la fascination médiatique pour les personnalités, loin de la gestion managériale des personnels, notre attention aux mots et aux phrases nous aide surtout à cultiver notre attention aux personnes, aux singularités ainsi qu'aux collectifs qu'elles forment et qui les forment. C'est cette formation mutuelle qu'étudient les humanités en général par l'intermédiaire des modes d'expression, des modes de communication, de pensée, d'interaction par lesquels ces personnes s'entretiennent, se tiennent ensemble les unes les autres debout, bien avant de s'entreprendre commercialement ou professionnellement. Mère, instituteur, professeur couronné, mais aussi graffeur ou rappeuse, secrétaire, plongeur de cafétéria, nettoyeuse d'auditorium, nous sommes toutes des étudiantes en lettres. Depuis notre plus jeune âge jusqu'à notre dernier souffle, nous ajustons et raffinons notre langue commune aux besoins toujours nouveaux, toujours émergents de nos socialités toujours en devenir. Les études de lettres, de l'école primaire à l'article scientifique, ne sont que le sommet de cet iceberg de soins à la fois attentifs et attentionnés envers les autres, soins qui passent par une attention aux phrases, aux mots, aux phrases dont nous nous servons entre nous. Nos conceptions obsolètes de l'économie nous obsèdent de résultats, PIB, compétitivité, profit, en occultant les médiations qui sont pourtant la condition de ces résultats. Nous autres lettreux et lettreuses, nous autres dans les humanités, sommes les analystes, mais je dirais aussi les soignants de ces médiations indispensables aux socialités humaines. Merci donc de tout cœur pour ce doctorat honoris causa qui fait honneur à la cause des lettres, des lettreux, des lettreuses et des humanités. Puisse-t-il contribuer à revaloriser l'attention aux personnes nécessaires à complémenter la gestion des choses, le soin du commun nécessaire à tempérer la privatisation des profits, le souci du doigté nécessaire à accompagner les prouesses du digital. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, membres ou amis de la communauté universitaire, chère Arlette, aujourd'hui, ce n'est pas la distance temporelle, mais la distance géographique qui nous unit. Miroir de celle qui nous relie à ces hommes et femmes du XVIIIe siècle auxquels vous avez choisi de rendre vie depuis près d'un demi-siècle. Si l'aléa nous prive de votre présence physique, comme dans votre documentaire L'échappée belle, vous nous donnez à voir et à entendre ce que vous avez écrit et surtout comment vous l'avez écrit. Le regard posé sur une société est toujours un aveu. Lorsqu'il s'agit de recherche historique, l'aveu est sans détour. Il n'est guère possible de s'intéresser sans projet personnel à tel ou tel sujet, à certains groupes sociaux, ni de recréer sans intention certaines attitudes mentales collectives. Ainsi commencent les premières lignes de votre premier livre, Délinquance et criminalité, le vol d'aliments à Paris au XVIIIe siècle, votre thèse de doctorat. Et vous concluez votre introduction par ces mots. De ces regards nouveaux sur la société d'Ancien Régime, pourrait naître en même temps une autre vision de notre monde actuel. Il est permis de le souhaiter. À la caméra d'Échappée belle, vous confiez « Je vois double, je vise avec les 2 siècles ». Rendre les voix du passé n'a de sens que pour aujourd'hui. Telle est la trame de votre quête, vous qui, étudiante en droit qui se destinait
à être juge pour enfants, avez choisi l'histoire. Cette quête, vous la tissez comme une tapisserie. Un motif récurrent, le goût de l'archive. Cette archive parisienne du XVIIIe siècle, ces archives policières et judiciaires auxquelles vous avez donné leurs lettres de noblesse. Celles que vous donnez à lire dans le goût de l'archive qui fascine historiens, sociologues et criminologues. Ces archives dans leur écrin, les archives nationales, la Bibliothèque nationale de France ou la Bibliothèque de l'Arsenal, vous les avez labourées en long et en large. Et à travers ces procès-verbaux de police et ces interrogatoires judiciaires, les titres de vos livres rythment votre projet. Établir ce tableau avec vos mots de la vie à Paris au XVIIIe siècle, de la vie. Ce tableau se construit alors comme une plongée dans l'histoire des corps, autour des silences, des bruits, des souffles, des larmes, des dires et médires, des voix ou des regards, de la fatigue ou du sang. Une appréhension des émotions, séduction, ferveur, effusion, tourment, souffrance, chagrin, déchirure, déliaison. Une attention aux événements, le vol, la violence, les désordres, la guerre, la révolution, et aux lieux ordinaires, la cité, la nuit, la rue, la chambre. Une saisie enfin de la vie des gens du peuple, les foules, les premiers venus, les passants, les artisans. Votre travail s'accroche aux écritures ordinaires et à leurs usages. Rapports de flagrant délit, suppliques, écrits sur soi, procès, ainsi qu'aux objets du quotidien, un bracelet, un ruban, des fleurs, un portefeuille gancé de soie, devenu autant de pièces à conviction, de vie fragile. Tous alimentent une autre manière d'écrire l'histoire d'une société. Si l'historien, l'historienne est souvent représenté comme le ou la spécialiste des textes, vos textes se nourrissent d'autres médias. Dans Les fatigues de la guerre, vous explorez la peinture de Watteau. Dans La chambre à 2 lits et le cordonnier de Tel Aviv, la photographie. Vous vous êtes essayé au théâtre avec La nuit blanche et aux essais, un tableau de Paris avec Les passants, voire à la correspondance fictive. Il me faut te dire. Quant au cinéma, vous en êtes une spectatrice avide, comme l'écrit Michel Perrault, une de vos comparses, à votre propos. Par votre démarche compréhensive, vous avez renouvelé l'histoire sociale, l'histoire urbaine, l'histoire du crime, l'histoire de l'écrit, et vous avez fondé l'histoire des femmes. Vos nombreux ouvrages, dont Vivre à Paris et La vie fragile, résonne de votre attention au bruit, aux murmures, aux paroles ordinaires, aux corps et aux lieux, aux événements, aux objets infimes, donnant par là accès aux sensibilités et aux émotions des femmes et des hommes du passé, auxquels elle rend leur force et leur actualité à travers leur fragilité. Mais ces vies singulières, infâmes ou minuscules, vous avez toujours voulu les articuler en un mouvement collectif de notre temps, dans les pratiques sociales et culturelles, les études de femmes et du genre, la fracture sociale ou l'épistémologie de l'écriture de l'histoire. À l'École des hautes études en sciences sociales, au Centre de recherche historique, vous êtes l'une des fondatrices et animatrices régulières du groupe d'histoire des femmes depuis 1976. Avec Nathalie Davis, vous avez dirigé le 3e tome de cette monumentale Histoire des femmes consacrée à l'époque moderne. Vous y avez participé à des entreprises collectives sur la femme seule, la violence, la séduction, autant de thèmes d'actualité brûlante. Votre œuvre personnelle vous a conduite à mener des entreprises de collaboration avec des chercheurs renommés. Philippe Artière, Cécile Dauphin, Nathalie Zemon-Davis, Michel Foucault, Pierre Laborie, Jean-François Lahaye, Jacques Revel ou André Zisberg. L'une d'entre elles au moins tisse des liens avec Louvain-la-Neuve. Vous l'avez vous-même immédiatement repéré. Votre écriture à 4 mains du désordre des familles avec Michel Foucault. Vous nous rappeliez hier dans Échappée belle qu'en terminant Surveiller et punir de Michel Foucault, vous aviez eu envie d'arrêter l'histoire.
Quant à moi, en l'écoutant en 1981 en cette université, comme étudiant, il a orienté ma carrière vers la recherche. Heureusement, votre lecture de Surveiller et punir ne sonna pas le glas de votre écriture, et le désordre des familles représente une des meilleures traces de la collaboration concrète entre philosophes et historiens, entre histoire et philosophie. Quant à votre engagement multimodal et multimédia, il s'est manifesté à la fois par des textes moins connus, proposés à des revues engagées, la revue Quart-Monde ou Vacarme, par votre dialogue avec des artistes, photographes notamment, ou par votre rôle d'animatrice radio au Lundi de l'Histoire et à la Fabrique de l'Histoire sur France Culture. Revenons à votre premier opus de 1974. Vous ajoutez en outre à votre introduction une citation. « Il n'est point niable qu'une science nous paraîtra toujours avoir quelque chose d'incomplet si elle ne doit pas, tôt ou tard, nous aider à mieux vivre. » Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien. Nous aider à mieux vivre. En vous écoutant hier par le truchement de cette émission Échappée belle, c'est bien ce sentiment, cette émotion, cet objectif qui nous traverse. En proposant à l'université de vous remettre un doctorat honoris causa, l'Institut des civilisations, arts et lettres veut rendre hommage autant à la richesse de votre carrière scientifique d'historienne des femmes et des hommes du XVIIIe siècle qu'à votre engagement et votre vision pour le monde d'aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons, c'est pour toutes ces passions que, Monsieur le Recteur, au nom de l'Institut, j'ai l'honneur de vous proposer de décerner le titre de docteur honoris causa à la professeure Arlette Farge, directrice de recherche émérite au CNRS. Ce n'est pas Madame Arlette Farge, mais nous avons le plaisir d'avoir l'attaché de l'ambassade, Monsieur Joachim Huet, qui vient prendre le diplôme en son nom et qui s'est même offert de le transmettre par valise diplomatique. Exactement. Attendu que Madame Arlette Farge, née le 14 septembre 1941 à Charleville en France, est une historienne française spécialisée dans l'histoire sociale et culturelle du XVIIIe siècle, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre de recherche historique de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Attendu qu'elle est, après des études de droit, porteuse d'un diplôme d'études approfondies d'histoire du droit et des institutions et d'un doctorat d'histoire moderne soutenu en 1974 sur délinquance et criminalité, le vol d'aliments à Paris au XVIIIe siècle, sous la direction de Robert Mandrou. Attendu qu'elle fut l'une des fondatrices et animatrices régulières du groupe d'histoire des femmes de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en 1976 et a pris part à plusieurs des entreprises collectives du groupe. Attendu que son engagement s'est manifesté par des textes proposés à des revues engagées, à l'instar de Revue Quart-Monde ou de Vacarme, et par son rôle d'animatrice radio au Lundi de l'Histoire et à la Fabrique de l'Histoire sur France Culture. Attendu que Madame Farge, chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres, a obtenu en 1979 le prix Gabriel Tarde pour vivre à Paris dans la rue au XVIIIe siècle, et en 2016, le Dan David Prize Social History pour l'ensemble de son œuvre et l'innovation amenée dans sa méthode de recherche et sa manière d'écrire l'histoire. Attendu qu'à travers près d'une quarantaine d'ouvrages et des dizaines d'articles, elle a tissé un parcours de recherche d'historienne à la fois personnelle et universelle, et que par sa démarche, elle a renouvelé l'histoire sociale, l'histoire urbaine, l'histoire du crime et l'histoire de l'écrit. Attendu qu'Arlette Farge a toujours voulu articuler ses singularités au mouvement collectif, dans une réflexion sur les pratiques sociales et culturelles, les études des femmes et du genre, de la fracture sociale ou l'épistémologie de l'écriture de l'histoire au XX et XXIe siècle. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Madame Arlette Farge, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain.
Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le représentant de l'ambassade de Suisse, Monsieur le professeur Vincent Blondel, recteur de l'Université catholique de Louvain, Monsieur le professeur Jacques Grégoire, vice-recteur du secteur des sciences humaines, Madame Agnès Guiderdoni, présidente de l'Institut des civilisations, arts et lettres, Mesdames les doyennes et présidentes de l'Institut, Messieurs les doyens et présidents de l'Institut, cher Xavier Rousseau, cher Yves Citon, Mesdames et Messieurs. Veuillez recevoir ici toute ma considération et mes remerciements infinis pour l'honneur que vous m'accordez aujourd'hui en me donnant le titre de docteur honoris causa de votre université de Louvain, si prestigieuse pour nous toutes et tous et si estimée en France. D'ailleurs, Michel Foucault n'y fut-il pas invité en mai 1981. Je suis donc très touchée de votre attention à ce que peuvent être mes travaux, d'autant que mon désir de transmission et de partage est un des fondements de ma vie d'historienne. Je tiens à m'excuser profondément de mon absence auprès de vous. Elle tient à un événement douloureux survenu dans ma vie familiale, m'empêchant de venir jusqu'à vous. Et je m'adresse quelques secondes à Madame Agnès Guiderdoni, qui a été envers moi d'une attention, d'une compréhension et d'une gentillesse que je n'oublierai pas. À elle, merci. Bien sûr, je vais à présent vous parler de mes convictions et recherches historiennes. Quand je lus, il y a longtemps, la phrase de Marcel Schwab dans la préface de son livre « Les vies imaginaires », je cite, « La science historique nous laisse dans l'incertitude sur les individus », fin de citation, je sus que ce serait pour longtemps l'objet de mes recherches. Encore fallait-il, à ce moment-là, persuader la science historique de l'importance de ces études spécifiques, portant essentiellement sur l'histoire de celles et ceux qui, au XVIIIe, n'avaient jamais eu la parole et pour la plupart ne savaient ni lire ni écrire. Ce sont ces archives qui peuvent me permettre de rencontrer et d'analyser cette population restée muette, sauf lorsqu'elle était interpellée ou qu'elle témoignait en justice. Découvrir la vie ordinaire des plus pauvres, leurs modes de relation et leurs opinions, pouvoir déchiffrer leurs affects, leurs blessures, leur façon d'aimer et de s'indigner, convaincre les historiens que là, un monde méconnu était présent qui parlait aussi de nous, est une tâche passionnante. Les plus humbles gisaient là, offerts à notre attention, sans qu'on les ait jamais étudiés. Se découvrait ce monde sans voix et sans parole qui avait fabriqué l'histoire, notre histoire, soudainement éclairée par le fait d'être confronté à la police parisienne pour répondre soit d'incidents, soit d'accusations, pour témoigner, pour se plaindre, et de fait faisant effraction dans l'habituelle continuité de l'histoire. J'ai ressenti en ces lectures d'archives autant de familiarité que de dépaysement. Aussi, fallait-il travailler entre deux sentiments contraires qui approfondissaient la pensée. Sensuelle parce que manuscrite, précise, vivante, souvent faite de dialogues, l'archive de police provoque ce dont l'historien en général se méfie, le sensible et l'émotionnel. Mais en fait, l'émotion est une stupeur de l'intelligence qui demande ensuite distanciation, mais jamais son exclusion. Certes, la rencontre étonnante et forte que j'ai pu faire avec Michel Foucault, puis la recherche et l'écriture commune que nous fîmes en travaillant sur les demandes d'enfermement de famille ont infléchi mon parcours de façon définitive. Dans cette recherche sur les pensées et les comportements des vies ordinaires, sur leurs espoirs et leurs déceptions, il me fallait éviter tout misérabilisme et surtout me méfier du côté anecdotique dans lequel je pouvais être entraînée. De nombreuses rencontres et lectures m'ont permis à ma réflexion de s'approfondir. Je pense tout d'abord à Robert Mandrou, à Roger Chartier, Pierre Bourdieu, Jacques Rancière, Paul Ricoeur et tant d'autres. Aussi, l'important pour moi était de ne pas parler à la place de celles et ceux qui vécurent autrefois, mais de laisser parler les femmes et les hommes, comme le recommandait si bien Paul Ricoeur. Tant de figures se composent et se décomposent dans ces corps et ces esprits reniés par les plus grands. Comme l'écrivait Jacques Rancière dans La Nuit des prolétaires, citation, « Derrière les modestes revendications des démunis, il y a beaucoup plus de sophistication qu'on ne l'admet d'ordinaire. » Fin de citation. Il n'existe pas de vérité cachée de la pauvreté.
m'ont appris les archives de police. Il y a des souffrances dont les plus grandes sont souvent celles où la pensée leur est déniée. Bien sûr, l'enjeu était aussi d'articuler autant que faire se peut ces singulières vies ordinaires à l'ensemble des formations et des figurations sociales qui les entourent et les contextualisent. L'histoire des affects et des sensibilités m'amène très rapidement à l'étude des relations entre hommes et femmes au XVIIIe dans les classes populaires, là où l'amour et la violence imprégnaient le quotidien. Dès lors, l'histoire des femmes, puis le genre, retinrent toute mon attention. Tout en dirigeant le groupe d'histoire des femmes à l'école des hautes études en sciences sociales, je choisis de ne pas travailler uniquement sur les femmes. En effet, je m'explique. Je suis persuadée que l'analyse des perceptions psychiques et affectives des hommes et des femmes possède une histoire propre. Elle aide à réfléchir sur l'interaction entre hommes et femmes, amenant forcément l'émancipation des femmes et créant ensuite l'égalité tant recherchée entre les deux sexes. Il me reste à dire encore quelques mots sur 2 points. Les archives de police du XVIIIe siècle sont si visuelles, elles établissent tant de scènes particulières qu'il m'est arrivé de travailler avec des artistes, des photographes, des cinéastes ou des peintres qui étaient eux-mêmes émus autant par la beauté des manuscrits et des écritures que par la profondeur des éléments vécus qui s'y cachent et qui furent si longtemps oubliés. Ces alliances entre art et histoire me procurent beaucoup de joie. Mais penser l'histoire est une chose, l'écrire en est une autre. C'est par l'écriture que peut se tenter l'aventure du surgissement de l'autre. Nécessaire donc de chercher le rythme, la juste mélodie, le choix des images, tout en rendant compte de l'imprévisibilité de l'histoire, de sa brusquerie, de ses sursauts et brisures. Ainsi, apparaît dans le discours historien ce que l'image fait à l'histoire. Il faut inventer une langue qui saisisse ces voix tues. Faire l'histoire, c'est composer une image, et j'écris dans un ouvrage. Une image où la vie, la culture, la barbarie, le désir de savoir et de vivre viennent prendre de plein fouet celui qui réfléchit sur le passé et cherche à le transmettre à ses contemporains en espérant demain. À vous toutes et tous ici présents, soyez profondément remerciés de l'honneur que vous me faites. Monsieur l'ambassadeur de la Confédération helvétique, Monsieur l'attaché de coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France, Monsieur le recteur, Monsieur le vice-recteur des sciences humaines, Monsieur le prorecteur à la recherche, Monsieur le doyen, cher Yves et chère Arlette, en pensée, chers et chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs. Pour clôturer cette séance, je souhaite revenir et développer, rassurez-vous assez brièvement, les raisons pour lesquelles l'Institut des civilisations arts et lettres a choisi d'honorer des insignes de docteur honoris causa Arlette Farge et Yves Citon. Dans le texte de présentation rédigé initialement, en bonne 17e que je suis, j'avais placé ces docteurs honoris causa sous le signe de l'unidivers, qui est un néologisme forgé par François de Sales dans un ouvrage publié en 1615, pour qualifier la nature de la création, c'est-à-dire, disait-il, unique et diverse, unique avec diversité et diverse avec unité. Alors, depuis lors, le terme a été abondamment repris et ou réinventé dans des contextes et à des fins très variées, et je peux vérifier sur Internet. Quoi qu'il en soit, ce terme me semble pouvoir qualifier la recherche de notre institut dans la mesure où la diversité des approches, des corpus et des sources, des époques et des lieux étudiés, des langues, des méthodologies, n'empêche pas 2 fils rouges de parcourir ces champs. Le premier est le dénominateur commun à ces champs disciplinaires et le second concerne la manière dont ce champ est labouré. Les recherches menées en INCAL relèvent de ce qu'on appelle les humanités. Et je vais revenir dans un instant sur ce terme. Et cette recherche s'attache à l'interprétation des objets propres aux humanités,
texte, image, musique, objet du passé et du présent. D'ailleurs, au premier temps de l'Institut, dans le chaos primordial de la mise en œuvre du plan de développement, n'a-t-il pas été question de baptiser l'Institut Hermès? On est passé par d'autres dénominations que je vous passe, mais qui seraient intéressantes d'étudier. Bref. Mais qu'appelle-t-on en fait les humanités, donc ce terme au pluriel? Un très rapide détour historique me paraît utile pour en comprendre toute la portée et son ancrage épistémologique. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une séance de mon cours d'histoire de l'humanisme, quoique j'y aurai beaucoup de plaisir, mais je ne sais pas vous. Je m'en tiendrai au strict nécessaire, au service du message très précis qui m'occupe ici. En latin classique, humanitas, humanité, c'est ce qui rend l'homme supérieur à la bête, d'où une compréhension et une traduction du terme par culture, culture de l'esprit. Les studia humanitatis recouvrent l'étude de la langue et de la littérature grecques et latines, c'est-à-dire l'étude des literae humaniores, ou les lettres humaines, disons plutôt profanes, par opposition aux lettres sacrées. Par extension, le terme d'humanitas désigne une branche du savoir et un niveau d'étude dans le cursus de formation d'un étudiant. À la Renaissance, on voit apparaître, par exemple, dans les universités italiennes, des chaires d'humanitas. Puis les studia humanitatis se répandent dans les écoles latines et dans les collèges. Le mot « humanité », pris en ce sens, entre dans la langue française au début du XVIe siècle. Puis il apparaît plus tardivement au pluriel pour désigner, et certainement par contamination de l'anglais, le domaine étendu que nous lui reconnaissons aujourd'hui. Et là, je me suis tournée vers le Oxford English Dictionary, qui le définit comme, je traduis, la branche du savoir qui s'intéresse à la culture humaine, comme désignant aussi collectivement les disciplines académiques que le terme recouvre, à savoir l'histoire, la littérature, les langues anciennes et modernes, le droit, la philosophie, l'art et la musique. Alors l'Institut ne couvre pas toutes ces disciplines. Nous étudions déjà l'histoire, la littérature, les langues anciennes et modernes, l'art et la musique, ce qui n'est déjà pas mal, je pense. Et enfin, la notice précise quelque chose qui me paraît essentiel. Et donc je continue à traduire. Les humanités se différencient typiquement des sciences sociales en ayant une dimension historique essentielle et méthodologiquement par l'usage de l'interprétation des textes et des artefacts plutôt que par l'usage de méthodes expérimentales et quantitatives. Alors j'ai bien conscience que cette définition pourrait être l'objet d'un débat infini entre nous, passionnant, j'en suis sûre, mais on pourra d'ailleurs l'imaginer plus tard. Quoi qu'il en soit, elle nous donne quand même quelques éléments intéressants pour le domaine des humanités, pour ce qui nous occupe ici. Lire des textes, regarder des images, rassembler des sources, découvrir des artefacts du passé, tout cela constitue la première étape de la recherche menée dans les humanités, suivie indissociablement de l'interprétation que l'on peut, que l'on doit en donner. Or, l'interprétation est toujours et d'abord une démarche subjective, que l'on balise ensuite de critères, de concepts théoriques, de pratiques propres à une discipline, de contextes qui situent les objets et les discours, etc. Mais au fondement, il s'agit toujours d'une démarche singulière où s'exerce l'intelligence d'objets de recherche produits par d'autres intelligences, singulières elles aussi. Et je dis bien singulières et non pas individuelles, la singularité peut être collective. Il s'agit donc d'une rencontre. Et Arlette Farge l'a bien expliqué dans le documentaire projeté hier matin. Rencontre avec le peuple de Paris, le petit peuple de rien, dit-elle, à travers les innombrables archives de police. Il s'agit donc d'une rencontre avec d'autres humanités, pourrait-on dire, qui ouvrent, voire qui obligent même le chercheur ou la chercheuse à penser autrement, à modifier son rapport aux autres et au monde, en identifiant des régimes de pensée et de représenter le monde, d'abord inscrits dans l'altérité. Altérité historique ou altérité culturelle, mais altérité toujours. C'est même la reconnaissance et le balisage de cette altérité qui valident le plus souvent une recherche. Une collègue me rappelait encore ce matin que les premières mentions d'un monde et d'un environnement durable, donc les premiers appels à imaginer un autre monde durable, ont émergé dans la littérature. Et elle me citait Margaret Atwood, que tout le monde connaît maintenant pour La Servante écarlate, mais qui a écrit d'autres choses que La Servante écarlate.
La théorie des mondes possibles a été beaucoup utilisée en littérature ces dernières années et nous ouvre à une pensée des contradictions apparentes, des paradoxes et des possibles, des virtualités à développer à partir d'un noyau d'histoire. C'est ce qu'a fait la poésie surréaliste, mais aussi, en histoire de l'art, l'absence de perspective, au sens pictural, dans l'art médiéval, où certains voient encore une maladresse ou une ignorance. C'est en fait une autre manière de voir le monde, voilà, qui est encore recevable. Ce qu'on appelle les transferts culturels, très étudiés désormais, répondent aux idéologies clivantes et réductrices. L'étude des cultures visuelles décloisonne notre regard posé sur les images proliférantes qui nous entourent. Les cultures anciennes, à travers leur langue, leur littérature, leurs objets laissés en traces, morcelés et incomplètes, nous obligent à interroger les frontières de toutes sortes qui nous entourent et que nous croyons immuables pour la plupart et surtout a priori. La liste n'est pas infinie, mais je pourrais l'allonger encore considérablement. Mais j'ai pitié de vous. La liste de tous ces lieux intellectuels et singuliers, de la recherche en humanité, qui construisent, qui nourrissent de manière irremplaçable la diversité de la pensée et du rapport au monde, qui sont donc les conditions de possibilité de la liberté des êtres humains. Yves Citon nous a amplement montré et démontré au cours de ces 2 journées la place vitale que doivent occuper ces humanités dans nos sociétés et nos universités. Arlette Farge l'affirme aussi, quoique de manière différente et avec d'autres arguments, ce que certains d'entre vous ont pu apprécier hier à travers la projection du film documentaire qui lui est consacré et que je vous recommande tous d'aller voir. Ça s'intitule « L'échappée belle » et ça se trouve sur Internet. Quand j'ai pris la présidence de l'Institut en 2015, une chose me motivait et m'intriguait tout à la fois, qui me semblait exiger une réponse urgente. C'était le contraste frappant entre la passion et la motivation qui animaient et animent toujours mes collègues dans leur travail, qu'il s'agisse d'enseignement, de recherche, d'accompagnement d'étudiants, de doctorants, de développement de leur réseau. Donc cette passion et cette motivation d'un côté, et de l'autre, le discours désabusé, voire fataliste, et de repli sur soi que nombre d'entre eux et elles énoncent explicitement ou expriment par les actes qu'ils posent ou qu'ils ne posent pas, justement, face à un environnement ressenti au mieux comme indifférent, mais au pire comme hostile. Les humanités se sentent en danger. Il faut le dire, très simplement, très directement. Et les enseignantes et enseignants, chercheuses et chercheurs qu'elles passionnent, sont dans un malaise croissant qu'ils et elles ne sont peut-être pas les seuls à ressentir, mais dont certaines caractéristiques leur sont propres. Et j'en veux pour preuve 2 exemples parmi beaucoup d'autres. Exemples très concrets qui vont nous ramener à des réalités très quotidiennes de notre recherche. Le fait, par exemple, que dans le dernier programme de financement européen, H2020, il n'y ait pas d'appel spécifique pour les humanités. On doit même s'efforcer, selon certains rapports d'experts, à faire apparaître les humanités comme minoritaires dans ces projets. Ou encore, plus récemment, la réduction budgétaire au FNRS de la part dévolue aux commissions liées aux humanités. Mais je reconnais qu'ici, l'ensemble des sciences humaines est touché. L'enquête que notre doyen a cru nécessaire de lancer il y a 2 ans au sujet des diplômés de la faculté, qui est bien une faculté d'humanité, pour démontrer leur employabilité, en est un autre signe, face à cette idée reçue que nous formons des chômeurs et des chômeuses. Les humanités sont de plus en plus sommées de se justifier, de justifier leur existence, leur raison d'être. Il va sans dire que la réponse urgente que je sentais qu'il fallait apporter à ce contraste, symptôme d'un malaise, je ne peux certainement pas prétendre l'avoir apporté. Cela excède bien largement le périmètre de compétences d'une simple et seule présidente d'institut. La réponse ne peut être que collective et doit émaner, il me semble, monsieur le recteur, monsieur le prorecteur à la recherche, monsieur le vice-recteur de l'université. Je terminerai, enfin presque, il me reste encore une petite chose après, je terminerai en évoquant un article paru dans Le Monde de samedi dernier, un article consacré à l'université Paris 8, où Yves Citon est professeur. C'est un hasard, vraiment. Tu n'y es même pas interrogé dans cet article. Pour défendre l'approche critique et expérimentale du savoir, chère à Paris 8, un des professeurs interrogés rappelait cette citation de Simon Leys, qui est aussi docteur honoris causa de notre faculté d'avant les instituts. « L'université n'est pas une fabrique de saucisses.
C'est le lieu où une chance est donnée à des hommes, et j'ajoute des femmes, de devenir qui ils, elles et elles sont vraiment. Alors ce qu'il me reste à faire peut apparaître pour certains comme une coda obligatoire, mais il m'importe, au terme de ces 2 journées, intenses et d'une profonde richesse, d'exprimer ma reconnaissance à un grand nombre de personnes qui ont œuvré pour la plupart dans l'ombre à la réussite de cet événement. J'ai plaisir à faire ces remerciements car ils témoignent de l'investissement et de l'engagement des membres de l'Institut ou de personnes qui se sont mises au service de l'Institut pour l'occasion et donc qui ont fait jouer leur passion et leur motivation plutôt que leur discours désabusé ou fataliste. C'est quand même bon signe. Tout d'abord, ma reconnaissance va à toute l'équipe administrative de l'Institut, en particulier Caroline Dutry, Nathalie Bernard, Frédéric Verholman et Virginie Ouzio. Tous ont travaillé d'arrache-pied jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui, tout au long des derniers mois, pour la préparation et l'organisation de l'événement. Et puis, maintenant, la cellule événement de la faculté, c'est-à-dire Nathalie Poissman et Nicole Buch, qui gardent l'entrée de la salle, dont je voudrais saluer une fois de plus le professionnalisme et la fiabilité absolue, ainsi que la bonne humeur et le bel humour, ce qui ne gâte rien. Remercier également le comité DHC de l'Institut, c'est-à-dire le petit groupe que j'avais rassemblé pour m'aider dans cette préparation et qui a préparé très activement et avec beaucoup d'engagement le programme scientifique de ces 2 journées. Corentin Laoust, Hubert Roland, Xavier Rousseau, Alexander Streitberger et Annick Tönnissen. Ce sont eux aussi qui ont organisé des activités parallèles tout au long du quadrimestre avec des étudiants et des scientifiques, des groupes de lecture, des séminaires, etc. Je veux également vivement remercier Françoise Michaud, chef de cabinet du recteur, qui m'a apporté un soutien et une aide plus que significative à certains moments un peu compliqués de la préparation de cet événement, notamment au moment où j'ai appris qu'Arlette Fage ne pourrait pas venir, et toujours avec beaucoup d'efficacité et d'amabilité, et merci de lui transmettre. Enfin, je souhaite remercier tous les membres de l'Institut qui se sont mobilisés massivement pour cet événement. Dès le début, sans cette mobilisation, sans cette motivation et cette passion, rien n'aurait été possible, tout simplement. Merci.